Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de technologie de France. Youssef Menjour, architecte LabVIEW. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter cette nouvelle formation intitulée Connectivity.net Introduction. Et en fait, on va parler de deux notions importantes sous LabVIEW. La connectivité d'une part et le .NET qui est un exemple de connectivity. Donc dans cette introduction, on va introduire la connectivity, on va expliquer ce que c'est que la connectivity et puis on va parler du .NET et on va faire une introduction au .NET. Donc on va parler des notions de .NET et on va commencer à interfacer LabVIEW avec du .NET et montrer que c'est très pratique parce qu'on peut faire énormément de choses grâce au .NET et avec LabVIEW. Sachez que cette vidéo en fait est la suite de la programmation orientée objet. Donc on a réalisé 3 vidéos de formation LabVIEW qui parlent de programmation orientée objet. N'hésitez pas à aller les voir parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'on va parler beaucoup d'attributs, de méthodes, de classes et il faut avoir ces notions là si vous ne souhaitez pas être perdu pendant justement cette formation. Donc là, sans plus attendre, je vais commencer à parler de la connectivité. Quand on fera des exemples tout à l'heure, il y aura justement sur la chaîne GitHub, je vais uploader la totalité des exemples pour que vous puissiez les réutiliser à votre guise. Et puis, je pense qu'on a tout dit et on peut commencer par présenter justement la connectivity. Donc, cette notion de connectivity sous LabVIEW, elle est assez simple à comprendre en fait. C'est le fait de connecter à LabVIEW des éléments qui ne font pas partie de LabVIEW. Alors, qu'est-ce qu'un élément qui ne fait pas partie de LabVIEW? Alors, on peut parler de langage, par exemple, ou de base de données, ou de registres. Alors, National Instruments a regroupé dans une zone, il y a un icône, en fait, il y a un onglet où il y a écrit Connectivity. Et en fait, Connectivity, ça regroupe la connexion au C, au C++, par exemple, à tout ce qui est Microsoft.NET, donc qui est l'environnement de programmation de Microsoft. Et on va y revenir, on va expliquer un petit peu plus dans le détail ce que c'est. Le Python, donc on peut se connecter au langage de programmation Python. Mais on peut également, là vous voyez, il y a 3 langages de programmation et les petites briques, là, les petits cubes, c'est le regedit, donc le registre Windows sur lequel on peut justement se connecter, on peut lire, écrire, réaliser des opérations. On peut également, grâce à la connectivité LabVIEW, cette notion de connectivity, se connecter à des bases de données, donc du SQL par exemple, c'est possible. Et puis comme je vous l'ai dit, on peut utiliser l'invite de commande Windows, on peut lancer des commandes, on peut faire du scripting. Donc ça également, c'est assez puissant. Et donc on verra tout ça un petit peu plus tard dans nos vidéos. Aujourd'hui, on va se concentrer en fait sur le Microsoft.NET. Alors on va parler justement de ce Microsoft.NET, mais qu'est-ce que c'est que ce Microsoft.NET? En fait, le Microsoft.NET, c'est Microsoft qui a lancé son environnement un environnement de développement dans le début des années 2000. Et en fait, il regroupe cet environnement C#, F#, alors les langages C#, les langages F#, le langage Visual Basic .NET. Et en fait, on utilise un outil qui s'appelle Visual Studio. Donc, beaucoup d'entre vous probablement l'utilisent pour pouvoir faire justement du .NET. Et donc, le .NET, c'est une fois on va utiliser cet environnement de programmation et on va pouvoir se connecter avec LabVIEW à cet environnement de programmation. Alors, hop, voilà. Donc, comment sous LabVIEW, on va justement vers cette connectivity? Et comme je vous l'ai dit, il y a un onglet, vous faites un bouton droit lorsque vous utilisez votre diagramme. Et dans votre diagramme, vous faites un bouton droit avec votre souris. Et là, vous allez voir la fameuse connectivity qui apparaît. Et donc, dans cette connectivity, on peut se connecter à plusieurs choses. On peut se connecter, comme je vous l'ai dit, au Windows Registry Access, donc le registre Windows. On peut se connecter à des web services. Donc ça, c'est très pratique. On peut également se connecter à des choses un petit peu plus exotiques, comme par exemple l'Input Device Control, qui en fait, vous allez contrôler par exemple un clavier virtuel. Vous allez être capable de contrôler le clavier virtuel de cette manière-là. Une souris, un joystick, bon, c'est possible. Et puis on peut également, comme je vous l'ai dit précédemment, se connecter à des langages comme Python. Alors il y a l'ActiveX, donc l'ancien environnement Microsoft, et puis .NET, nouvel environnement Microsoft. Et puis également, vous avez la possibilité de vous connecter à du C, du C++ via les librairies exécutables qu'on verra un petit peu plus tard dans cette formation. Et puis, il est également possible de lancer des commandes. Et ça, c'est très pratique. Par moment, il est nécessaire de lancer des commandes. Et donc,
Maîtriser ces notions-là sous LabVIEW, être capable de lancer des commandes depuis LabVIEW peut être utile. Donc, on va continuer notre petite présentation. Donc, le .NET, en fait, il se trouve justement sur l'icône qui est ciblée par la flèche. OK. Alors, on va expliquer ce que c'est que le .NET maintenant, un petit peu plus dans le détail, et comment ça s'organise. Alors, comme je vous l'ai dit, en fait, le .NET, c'est très orienté objet. Donc, ce sont des classes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a Microsoft, lorsqu'on va cibler en fait le langage .NET, enfin l'environnement .NET avec la Vue, on va cibler ce qu'on appelle des fichiers qui sont alors des librairies, donc des DLL, typiquement des DLL, qu'on va appeler assembly. Dans ces assemblées, en fait, ces assemblées vont regrouper plusieurs classes. En fait, ce qui se passe, c'est que dans une DLL classique en C ou en C++, vous avez un jeu de fonctions. Vous allez avoir accès à des fonctions. Là, c'est un petit peu plus complexe et un petit peu plus complet, dans le sens où lorsqu'on va cibler une DLL.NET, on va appeler ça un assembly, et en fait, on va cibler des classes. Et ces classes-là, en fait, ce sont des objets qui sont classifiés. C'est-à-dire que on va toucher un fichier. Ce fichier va être organisé en plusieurs classifications d'objets, parce qu'il peut y avoir plusieurs objets. Et vous allez voir qu'il y en a énormément. Et donc, comme il y en a énormément, Microsoft a jugé bon qu'il était nécessaire de classifier tout ça. Donc, on va classifier les objets. Donc, on va choisir le groupe qui nous intéresse. Et dans ce groupe, ça va être des groupes d'objets. Il va y avoir l'objet qui nous intéresse. Et donc à partir de là, on va cibler l'objet qui nous intéresse. Et dans cet objet, il y aura les fonctions. Donc il va y avoir les méthodes et les attributs dont on a besoin pour pouvoir réaliser les opérations qu'on souhaite faire. Alors, il faut bien garder le schéma précédent en tête. Un petit rappel, un objet, ce sont des attributs. Donc en LabVIEW, c'est un nœud de propriété. Donc en LabVIEW, ça va être un nœud de propriété .NET, tout simplement, pour pouvoir accéder aux attributs d'un objet. Et puis des méthodes. Donc dans LabVIEW, on va utiliser le nœud méthode. Chose très importante. Quand on parle de propriété de méthode, il faut bien repérer en fait l'iconographie. Ça va vous permettre d'éviter souvent des erreurs. Lorsque vous voulez cibler des attributs, n'oubliez pas, c'est toujours le nœud de propriété et donc c'est toujours la clé à molette. Il y a la petite clé à molette .NET. C'est important de cibler la clé à molette .NET. Pourquoi? Parce que de le visualiser, parce que c'est vraiment ça qui va nous permettre de toucher les attributs. Et lorsqu'on veut faire le nœud de méthode, c'est une action. C'est le fait de lancer une fonction dans l'objet. C'est la flèche, la flèche qui donne cette impression de mouvement. Eh bien, il faut vraiment s'en souvenir parce que moi-même, j'ai passé beaucoup de temps à comprendre comment ça fonctionnait et j'ai perdu énormément de temps parce que je ne passais pas suffisamment de temps à regarder justement ces petits détails qui n'en sont pas en fait. Ils sont très importants ces détails et donc ils ne sont pas là par hasard. Donc on va le voir en fait dans l'utilisation dans notre exemple. Donc dernière chose avant de lancer nos exemples, où est-ce qu'on trouve justement ces DLL et ces fameuses assemblées? Alors ces fameuses assemblées, vous les avez nativement dans votre Windows. Donc vous allez pouvoir les utiliser très facilement parce que sous Windows, vous avez par exemple le MS Core Lib qui est une DLL importante. Elle vous permet par exemple de gérer les fichiers. Et bien ça, grâce à LabVIEW, vous allez pouvoir vous connecter à cette librairie .NET. Mais il n'y a pas que directement en natif Windows que vous avez justement des librairies .NET, enfin des assemblées. LabVIEW, lorsque vous installez LabVIEW, vous allez voir qu'on va installer également des assemblées. Et ces assemblées sont un jeu de fonctions, enfin un jeu d'objets, donc de classes et des librairies en fait, sur lequel vous allez LabVIEW en fait utilise parce qu'en fait LabVIEW c'est un mélange de programmation, c'est-à-dire que LabVIEW a été fait en C, en C++, mais également en .NET. Et puis dans leur recette National Instruments utilise probablement d'autres langages également. Et donc en fait, lorsqu'on installe LabVIEW, on installe également des assemblées. Et donc il y a des jeux de fonctions que vous pouvez éventuellement vous connecter dessus. Et donc on regardera ça tout à l'heure justement dans notre exemple. Il y a également la possibilité de créer vous-même vos propres fonctionnalités.
Donc pour faire cela, vous pouvez utiliser le langage C# qui est justement un langage de l'environnement de développement Microsoft.NET utilisé par de Microsoft, quoi, tout simplement. Et donc, si vous savez faire du C, du C++, la bascule vers du C# est relativement facile et vous permet justement de créer vos propres librairies pour pouvoir les utiliser sous LabVIEW. Pour information, si vous savez faire du C et du C++, vous pouvez également réaliser des librairies sous LabVIEW. Enfin, vous pouvez vous connecter à LabVIEW avec le C et le C++ et ce sera justement une autre vidéo où on montrera également comment on fait pour se connecter à une librairie C, C++. Voilà. Et donc du coup, lorsqu'on va cliquer justement sur cette icône .NET LabVIEW, vous allez avoir un jeu de fonctionnalités sous LabVIEW qui va vous permettre, un jeu d'instructions qui vont vous permettre justement de travailler sous LabVIEW. Aujourd'hui, on va s'intéresser essentiellement aux 4 premières, donc, qui sont le constructeur node. Donc on va expliquer ce que c'est qu'un constructeur node directement à l'utilisation. Le property node.NET que je vous ai montré tout à l'heure en vous présentant un objet et donc cette fois-ci en philosophie.NET. Et puis l'invoke node.NET qui est également lui la possibilité de lancer des nœuds de méthode d'un objet .NET. Et puis le close référence parce que cette fois-ci fermer les références prend tout son sens puisque lorsqu'on va ouvrir une référence, là il va être nécessaire de fermer cette référence. Donc là, sans plus attendre, on va commencer à faire une manipulation sous LabVIEW où on va justement utiliser le .NET et montrer comment ça fonctionne le .NET. Donc on est dans le diagramme. Donc comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on va faire un bouton droit. On va taper Connectivity, .NET et on va afficher justement cette fameuse Connectivity.NET. Alors, là, on a 4 jeux d'instructions. Alors, on a tout un jeu d'instructions, mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux 4 premières dans notre introduction et on va justement utiliser ces 4 premières. On a le constructeur node, le property node, l'invoke node et le close référence. Paradoxalement, les 2 premiers sont très liés. Pourquoi? Tout à l'heure, quand je vous ai présenté le slide de rappel d'un objet, on a vu qu'un objet, c'est composé, une classe, elle est composée de 2 groupes. Le groupe des attributs et le groupe des méthodes. Pour rappel, le groupe des attributs, ce sont les variables locales. C'est les variables de notre objet. On a un objet, il a ses propres variables, il a besoin de stocker certaines variables, il les stocke directement en attributs. Et puis on a les méthodes. Il faut comprendre en fait que le constructeur node, il est utilisé uniquement, il va montrer en fait, quand on va vouloir cibler des classes .NET, il montrera uniquement les classes .NET qui ont des attributs et des méthodes. Parce qu'il existe des classes qui n'ont pas d'attributs. C'est quoi une classe qui n'a pas d'attributs? C'est simplement une librairie. Vous avez un jeu de fonctions, des fonctions, simplement. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Vous êtes sous Windows. Actuellement, on est en train de faire du .NET. Donc le .NET, c'est le langage de Microsoft, donc c'est le langage de Windows. Et donc on va utiliser justement des DLL Windows. Sous Windows, un jeu de fonctions tout simple, ce serait le jeu de fonctions file. Qu'est-ce que le jeu de fonctions file? Le jeu de fonctions file, c'est créer un fichier, créer un répertoire, déplacer un fichier, déplacer un répertoire, renommer un répertoire, supprimer un répertoire. Un jeu de fonctions assez basique, on va dire. Dans ce jeu de fonctions-là, il n'y a pas besoin d'attributs, puisqu'en fait, on réalise une action. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une classe file qui existe dans la DLL MS Core Lib qu'on va utiliser et qu'on va tester en .NET, justement. Et donc, le truc, c'est que il n'y a pas besoin en fait d'attributs, puisqu'en fait, on se contente de faire des actions et c'est justement une simple librairie. Donc, il faut juste comprendre une chose, c'est que quand on parle objet, un objet, une classe, c'est des attributs et des méthodes, mais on n'est pas obligé d'avoir toujours des attributs. Si on a décidé de ranger dans un objet directement des fonctions, c'est une librairie simplement, mais qui est rangée comme une classe. Donc, ce que j'essaye de vous dire là, c'est que le constructeur node, lui, il ne verra pas ce fameux... voilà, là on y est. Alors, il y a les assemblies. Alors, on va y revenir sur les assemblies, mais je vais continuer mon explication. Et là, en fait, dans nos assemblies, on a justement nos différentes classes, nos groupements de classes. Ce que je vous avais dit, en fait, tout à l'heure, sur la slide de tout à l'heure. Donc, dans nos groupements de classes, il y a un groupement de classes qui s'appelle System.io, System Input Output. Dans ce système Input Output, il y a une classe qui nous intéresse qui s'appelle Directory.
Lorsqu'on passe avec un constructeur pour pouvoir voir directory, on ne voit rien. C'est-à-dire que le LabVIEW nous répond constructor, this class contain no public constructor. Pourquoi il nous dit ça? Simplement parce qu'en fait, il n'y a pas d'attribut sur cette classe. C'est simplement un jeu de fonctions. Donc il n'y a pas besoin d'un constructeur. Donc de la même manière, si on utilise un nœud de propriété, c'est-à-dire accéder justement aux attributs d'une classe, et qu'on essaye justement d'y accéder, alors par une autre méthode en faisant ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire select class ActiveX, non pas ActiveX, pardon, .NET browse, là il va directement sur MS Core Lib puisqu'il est en mémoire, c'est parfait, ça m'évite de le chercher. Système, et là je vais dans Directory, quand j'appuie sur OK, là vous voyez, j'ai no property, ça veut dire qu'il n'y a pas d'attribut. Donc, première chose à savoir, c'est que le constructeur, il est utilisé uniquement sur les classes qui ont des attributs et des méthodes. Il faut avoir les deux. Si on n'a pas les deux, il ne faut pas passer par cette méthode-là. Si on n'a pas les deux, si on a besoin simplement d'une fonction, parce qu'au final, ça revient à dire que j'ai besoin d'une fonction, je vais utiliser l'invoke node. En utilisant l'invoke node, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire un bouton droit, de la même manière, select class, donc c'est là où je vais choisir la classe qui m'intéresse. Donc nous, dans notre cas, on utilise le .NET. Je vais dans Browse. Alors je suis pareil, rebelote. MS Core Lib que j'ai ciblé. Après, on va expliquer un petit peu mieux, mais au moins je pars déjà sur cette première explication. System.io, Directory. Quand je vais appuyer sur OK, cette fois-ci, j'ai toutes mes méthodes qui sont disponibles et qui sont ici. Et vous voyez, il y a beaucoup de méthodes. Bon, ça c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, lorsque je vais, par exemple, je vais double-cliquer sur le constructeur. On va avoir un premier problème, c'est que lorsqu'on va choisir son assembly, il y a énormément d'assembly. Comme vous pouvez le constater, comme on parle en .NET, il y en a énormément nativement sur Windows. Et également, là c'est Windows plus ce que j'ai installé, mais globalement c'est essentiellement du Windows. Vous voyez, il y en a énormément. Donc pour s'y retrouver, lorsqu'on veut savoir quelle assembly, quelle fonction, quelle classe, comment ça marche, il y a deux méthodes. Il y a la méthode ancienne, qui est la méthode qui était d'actualité jusqu'à il y a un an, qui est, on va sur la documentation Microsoft qui s'appelle learn.microsoft.com. Et donc là, on va également utiliser cette documentation aujourd'hui. Donc on va voir comment elle fonctionne. Et je vais vous expliquer comment l'utiliser de manière efficace, mais néanmoins, ce n'est pas simple à utiliser. Et il y a la deuxième méthode, qui est la méthode un peu plus moderne, où on va utiliser ChatGPT, qui est gratuit. On va utiliser la version gratuite, on n'a pas besoin d'utiliser la version payante. Et elle, en fait, à quoi ça sert? On va simplement, je vais vous montrer comment on prompte avec ChatGPT, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on lui dit exactement pour qu'il nous donne la bonne information. Donc, je suis sous LabVIEW, je souhaite réaliser telle fonction sous .NET, quelle assembly je dois cibler. Et à partir de là, ChatGPT, lui, il va nous dire directement le bon assembly et directement la bonne méthode, mais surtout la bonne classe et le bon groupement de classes. Parce que comme vous le voyez ici, il y en a énormément et franchement, personne n'a envie de se taper la doc en entière. Donc, le chat GPT est très pratique. Donc, je vais vous montrer les deux méthodes. Donc, dans un premier temps, on va faire un cas d'utilisation. Donc, je vais vous montrer comment on utilise simplement le .NET. Et puis après, je vais vous montrer par la suite comment fonctionne justement la méthode 1. Je vais directement sur les documentations Microsoft. Elles sont utiles parce que le chat GPT a tendance, il peut donner des informations, mais des fois il se trompe légèrement. Et donc c'est utile, en fait, il va réorienter vers la bonne zone. Et puis nous, à partir de là, on peut directement, soit trouver directement la fonctionnalité, soit aller dans la documentation Microsoft dans le bon endroit et ça nous permet de ne pas perdre de temps, quoi. Et là, on va gagner un précieux temps. Donc, on va réaliser un petit exercice. Notre petit exercice, donc je sais déjà quelle fonction elle est ciblée, quelle classe elle est ciblée, puisqu'il y en a énormément. Donc j'ai tout intérêt à savoir où aller. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va simplement faire un petit exercice où on va aller regarder dans Directory, on va regarder le jeu de fonctions et puis on va prendre une fonction. Alors soit on va créer un répertoire, soit on va lire un répertoire, soit on va déplacer un répertoire. On va faire ça en direct. Donc on va regarder ça tranquillement. Donc je suis dans MS Core Lib, qui est en fait une des DLL de référence de Windows. Et donc que vous avez, je crois qu'elle est dans... je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Faudra se renseigner où est-ce qu'elle est. Mais MS Core Lib est une librairie importante de Windows. C'est une DLL très importante de Windows.
Au-delà de ça, quand on regarde MS Core Lib, vous voyez, il y a le 4.0.0.0. Ça, c'est la version du framework .NET. Ça veut dire que quand vous regarderez, en fait, alors quand vous discutez avec ChatGPT, n'oubliez pas de lui dire qu'on est en 4.0.0.0. Si vous lui dites pas ça, lui, il va soit prendre une autre version, soit prendre la dernière version, et donc il peut vous indiquer en fait des informations de l'assembly qui sont potentiellement pas bonnes, dans le sens où il peut vous donner, parce que quand il y a des nouvelles versions, on peut réorganiser certaines fonctionnalités, on peut réorganiser certaines classes, et donc du coup, il peut vous donner des informations erronées. Donc ça peut être une source d'erreur. Donc il faut le savoir. Donc n'oubliez pas, il faut lui donner la version, c'est très important. Donc dans ce... Alors, hop, j'y retourne, MS Core Lib. Voilà, je suis dans MS Core Lib. Donc maintenant, dans ce MS Core Lib, vous voyez, il y a objet. Donc objet avec un S, mais en fait, c'est des groupements d'objets. Je m'explique. Ce que vous voyez là, ce n'est pas des objets. C'est simplement des groupements d'objets. Et il y en a beaucoup. Donc comme vous voyez, il y en a beaucoup. Donc nous, on va aller dans System.io. Donc le groupement System.io. Donc c'est pour ça que la slide de tout à l'heure, elle prend tout son sens maintenant. C'est-à-dire que on doit d'abord cibler un fichier, donc qui est l'assembly. Cette assembly propose des groupements d'objets. Très bien, donc je choisis le bon groupement d'objets. Et quand j'ai choisi le bon groupement d'objets, donc là par exemple c'est le System.io, donc je double-clique dessus. Alors, et là-dedans, j'ai mes objets. Et vous voyez, j'en ai beaucoup. Là, par exemple, j'ai File, File Access, File Info. Donc, nous, on va aller plutôt, utiliser Directory. Allez, soyons fous, commençons avec Directory. Donc, alors là, comme on est, vous voyez, sur le constructeur, Directory, c'est juste un jeu de fonctions. Donc, c'est normal, on ne voit rien parce que le nœud de propriété et le constructeur ne fonctionneront pas sur cet objet-là. Sur d'autres objets, ça fonctionnera probablement s'il y a justement des locales, des variables locales, des attributs. Mais dans ce cas-là, non. Donc là, c'était juste pour vous montrer. Donc du coup, je vais mettre en commentaire, déjà pour commencer, ces deux jeux d'instructions. On va se concentrer sur le nœud de méthode qui, lui, va directement cibler les méthodes. Donc, allons-y. On fait un bouton droit. On va... alors là, il donne la méthode directement, mais on va faire comme si on redémarrait de zéro. Donc, select class. Alors, c'est select class.net. Et là, on fait browse. On ne prend pas l'historique, je ne triche pas. Donc là, vous voyez, j'ai ciblé MS Core Lib. Très bien. Dans MS Core Lib, j'ai choisi le paquet System.io qui m'intéresse. Et dans le paquet System.io, c'est là où je vais toucher la classe qui m'intéresse. Donc nous, on va jouer avec Directory. J'appuie sur OK. Et là, dans ce cas-là, en cliquant, en faisant un bouton gauche, j'ai l'ensemble de mes fonctions. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai Create Directory. Donc Create Directory, Delete Directory. Donc vous voyez, c'est pratique. C'est assez facile à comprendre. Create Directory, c'est créer un directory. Donc on va aller sur Create Directory. On va créer un pass constante et on va simplement créer, je ne sais pas moi, C2 points, formation. Tiens, on va appeler ça C2 points formation. Formation net. Voilà. Donc là, on est sûr que ce n'est pas sur mon disque dur. On fait un create indicator, toujours. Je vais aller sur mon C2 points. Il n'y a pas de formation net. Donc je vais lancer simplement. Donc un petit CTRL R. Voilà, c'est lancé. Terminé. Donc là, on va regarder. Et normalement, l'effet démo, non, c'est bon. Alors, à l'heure où je crée cette vidéo, il est 18h17. Donc là, il est bien 18h17. Bon, vous avez la date. Bon, OK. Et donc là, vous voyez, j'ai créé le répertoire. Donc on vient d'exécuter notre première fonction .NET. Et vous voyez, je n'ai pas eu besoin de connecter une référence. Ce n'est pas une bonne pratique de faire comme ça. Donc vous faites un bouton droit, créer, constante. Voilà, vous avez créé une référence. Et normalement, la bonne pratique, je connecte convenablement, je ferme la référence. Vous voyez, jusqu'à présent, c'était toujours pareil. Je crée une référence, je mouline, je fais ce que j'ai à faire et je ferme. Donc c'est ce qu'on a fait. On a créé. Voilà, on a créé. On a mouliné une fonction.
et on a fermé. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Donc la première utilisation basique du .NET, bon ben voilà, une utilisation basique du .NET, j'ai créé un répertoire. Alors, c'est pratique en fait le .NET pour tout ce qui est fonctionnalité Windows. Si par exemple vous voulez créer un installeur, c'est très pratique parce que vous avez tout le jeu de fonctions. Si vous voulez utiliser le calendrier Windows, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Il y a énormément de fonctionnalités. Donc là, je vous invite à vous renseigner justement sur ce qu'on peut faire, mais on peut faire vraiment beaucoup de choses sympas. Et donc, ça vous ouvre, par rapport au jeu d'instructions de base qu'il y a déjà sous la View, bah, ça vous ouvre de nouvelles fonctionnalités et donc de nouvelles possibilités. Donc ça, c'était la première chose à voir. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu une fonctionnalité qui, elle, va utiliser le constructeur. Donc, cette fois-ci, on va utiliser le constructeur. Donc, je le prends. Je double-clique dessus. On va y aller à tâtons parce qu'on va essayer de voir. Ah bah voilà, bon, j'avais une fonction directory info. On va en dessous, on prend la classe d'en dessous. Donc, la classe d'en dessous, visiblement, accepte le constructeur. Donc, je la prends. Très bien. Là, vous voyez, j'ai créé un répertoire. Donc, pour l'instant, cette fonction-là, je vais la commenter. Donc, j'ai créé mon C2. Formation net. Bon, super. On va voir ce que propose. Alors, il veut un path. Donc, on va lui donner un path. Très bien. OK. Ensuite, du coup, logiquement, je peux prendre un nœud de propriété que je vais connecter à mon constructeur. Donc là, automatiquement, il va savoir où elle est ciblée. Et hop. Et là, il me donne différents attributs. Donc on va regarder. Tiens, ah oui, voilà. C'est des informations en fait de création. Last access time, il doit y avoir un truc. Voilà, creation time. Et on va regarder ça. Hop, creation time, indicator. Et comme je veux être propre, bah, je ferme toujours ma référence quand j'ai terminé. Voilà, on va essayer de coder pas trop. Voilà. Donc là, deuxième exemple, deuxième level. Premier level, on se contente simplement d'exécuter une fonction, donc cette fonction dans une classe qui n'a pas d'attribut. Deuxième level, bon bah là on a des classes qui ont des attributs, donc on doit utiliser, bonne pratique, un constructeur. On aurait très bien pu, je vais faire une version après, on n'utilise pas le constructeur et on fait la même chose. Mais déjà, on va exécuter cette fonctionnalité-là et après on va justement éviter le constructeur, voir si ça fonctionne. Alors déjà, commençons par... Alors voilà. Alors ça c'est un autre exemple. On verra ça plus tard. Donc on a le creation time. CTRL R. 18h17, le 10 juin. Heure où, voilà, nous sommes le 10 juin, je suis en train de faire cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera montée, mais en tout cas, voilà, on est le 10 juin et il est 18h17. Donc voilà, vous voyez, j'ai pu récupérer un attribut. Donc c'est des informations liées à la classe. Et puis on peut faire mieux que ça. On peut continuer et utiliser un nœud de méthode pour voir s'il n'y a pas des méthodes dans cette classe. Alors on y va. Hop. On va voir ce qu'il y a. Ah oui, il y en a. Create. Alors je ne sais pas ce qu'il crée. Alors get access control. Bon, il y a différentes méthodes. Vous voyez, bah, par exemple, il y a delete. Peut-être que je peux déléter. Ah oui, en fait, je vais déléter. Je ne sais pas, tiens. Est-ce que ça va déléter mon répertoire? Alors, on va regarder. Bah oui, on va jeter un œil. On va simplement constater que mon répertoire existe. Je vais exécuter et on va voir si ça fonctionne et s'il n'y a pas d'erreur. Donc, je vais câbler toujours une erreur au cas où. Et après, je vous montrerai comment on va faire pour chercher chercher les méthodes, chercher les attributs, les classes et tout ce qu'il faut et comment on fait justement pour se balader dans la doc. Donc, on va commencer déjà par vérifier. Alors là, je suis dans formation.net, vous voyez, elle existe. 18h17, c'est bien ce que il a été indiqué par la view. Voilà, 18h17. Ça fonctionne. En fait, dans les faits, vous voyez, c'est assez simple. Et c'est quand même pratique. On peut faire pas mal de choses. Alors, c'est parti. Donc là, je vais exécuter. Et en théorie, je devrais déléter. On va voir. Voilà, c'est fait. Il n'y a pas eu d'erreur. Alors, ouais. Ouais, voilà.
le répertoire a été supprimé. Donc on peut supprimer de cette manière-là. Bon, là, je vous montre à la grosse comment ça fonctionne. En théorie, on peut utiliser cette fonction sans utiliser de constructeur. Enfin, il me semble. Alors comment on fait? Alors là, vous voyez, la flèche est brisée parce qu'il n'y a pas de référence. Donc il faudrait cibler soi-même en fait la classe. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, elle est ciblée. Très bien. La flèche est toujours brisée. Donc du coup, je vais créer une constante. Et en fait, cette constante, c'est quoi? Cette constante, alors là, on va avoir une erreur. Je vais vous dire pourquoi après. Cette constante, en fait, c'est une référence de constante. Ce n'est pas forcément une bonne pratique. Vaut mieux utiliser un constructeur dans le cas où justement il y a des attributs. À mon avis, il va y avoir une erreur pour une raison simple, c'est que le constructeur, il demande un chemin. Là, comme j'ai mis une constante et que j'ai pas de chemin, ça m'étonnerait que ça plante pas. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors peut-être qu'il prend une valeur par défaut. Il peut très bien prendre ces deux points ou... Alors on va voir ce qui se passe. Pour moi, il y a une erreur. Oui, il y a une erreur. C'est normal. Oui, c'est normal. Ah oui, d'accord. Le premier dit qu'il y a une erreur parce que ça n'existe pas, ce qui est logique. Et le deuxième, il me dit la même erreur. Ah non, c'est pas la même erreur. Il a une autre erreur. Et qu'est-ce qu'il dit dans son truc d'erreur? Voilà, il y a une clé qui est nulle. Oui, c'est ça. C'est en fait, comme on a le constructeur, lui, il a besoin d'une information de base pour démarrer. Du coup, il n'a pas pu démarrer. Et au-dessus, il y avait une erreur simplement parce qu'on ne peut pas déléter deux fois un truc qui n'existe pas. Enfin, un truc qui n'existe plus, je ne peux pas le déléter. Donc, c'est logique. Donc, ça marche normalement. Mais vous voyez que dans le fonctionnement, le .NET, c'est assez chouette, quoi. Ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, question, comment on fait pour se retrouver là-dedans? Alors, vous voyez, autre chose. Quand je câblais en fait la référence, je n'ai plus accès au changement. Le select class n'est plus accessible. Je dois supprimer la référence. Et à partir du moment où j'ai supprimé la référence, je peux y accéder. Donc, autre source d'erreur où vous allez vous arracher les cheveux. Vous allez dire, mais pourquoi je ne peux pas y accéder? Mais c'est simplement que quand vous câblez la référence, ça verrouille le système. Donc, vous étonnez pas, c'est normal. Alors, on y est presque. Là, du coup, on va... Alors, comment on fait pour se retrouver là-dedans? Comment fait-on pour se retrouver là-dedans? Alors, GPT. ChatGPT est très pratique. Donc, on va l'utiliser. Donc, je vais vous montrer comment il marche. Alors, nous voilà donc sur mon environnement ChatGPT. Donc, bon, classique, hein. Donc, du coup, ce qu'on va faire, alors, je vais apparaître et je vais simplement copier-coller ma phrase qui est, voilà, je souhaiterais utiliser une fonction .NET avec LabVIEW qui me permette de dézipper un fichier. Est-ce possible? Donc voilà, et ben regardez, il répond simplement. Il va nous dire directement sur quelle classe il faut aller. Donc ça, c'est pratique. Et donc du coup, il nous dit il faut aller dans System.io. Bon, bah on y était. En fait, c'est System.io, c'est le... Alors, System.io, c'est l'assembly MS Core Lib. Voilà, il est là. Donc, on remet ChatGPT. Donc, System.io, compression zip file. Très bien. Alors, on va aller voir si ça existe. System.io, compression. Alors, tac, 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 tac. Alors, je vais tricher. Je vais tricher parce que je l'ai déjà. Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé. Donc, il est là. Hop. Alors, on va le retrouver. On va retrouver exactement la classe pour vérifier en fait où est-ce qu'il a tapé. System.io. Alors, attendez, je vais disparaître, vous allez le voir. Hop. .NET, tac, 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 select, voilà, on y est, hop, et vous voyez, System.io, compression, zip file. C'est ChatGPT qui me l'a donné. Sauf que System.io, attention, c'est l'assembly System.io. C'est plus l'assembly, donc là, on va aller regarder, c'est pas l'assembly MS Core Lib. Donc, est-ce qu'il le dit? Alors, quelle assembly dois-je utiliser?
Hop. Voilà, il me le donne. Vous voyez, assembly. Voilà, la version appropriée. Et vous voyez, il dit même la version appropriée. Donc là, normalement, je suis censé lui donner la version. Mais bon, là, il me répond, du coup, système IO. Compression, on y va. Alors, système IO, compression, file system. Donc, je retourne sous la view. Système IO, compression, file system. Donc, vous voyez, en fait, le GPT est vraiment pratique. Donc, à partir du moment où j'ai trouvé, en fait, ma classe, bah, j'ai fait la moitié, j'ai fait une grosse partie du boulot, quoi. Et donc là, après, j'ai les différentes fonctions. Donc, par exemple, extract to directory. Donc là, maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller sur la documentation Microsoft pour voir, en fait, bon là, c'est pas compliqué, c'est on donne la source du fichier et on veut savoir quel est le fichier zip et où est-ce que je le dézip. Bon, c'est assez simple. Mais maintenant, comment ça fonctionne avec la documentation Microsoft? Bah, en fait, de manière simple, on va aller sur le site de Microsoft. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, nous voilà donc sur le site de Microsoft. Je vous indiquerai le lien parce qu'en fait, il vaut mieux être ici que sur il y a en fait, il y a une page de base, learn.microsoft.com, qui est vraiment pas pratique. Je vous montre juste, je vais modifier l'adresse pour que vous voyez et que vous compreniez. Là, quand on arrive ici, en fait, tutorial.net, ah, quoique, ouais, bon. Je vous mettrai directement le bon lien où on arrive directement sur la doc et c'est assez facile à utiliser. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que il va falloir donner la bonne version du framework. Donc nous, on est en 4.0. Alors attendez, je vais disparaître. Donc nous, on est en 4.0. OK? Et donc là, c'était un fichier zip, c'était extract. 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 Voilà, on en a différents. Alors là, c'est des tars, c'est des points tars. Alors attendez, on va regarder vite fait. Tac. Extract to directory. Extract. Voilà. Tar file, zip file. Voilà. Là, je clique sur zip file. Et donc là, vous voyez, j'ai directement. Alors, on va décaler légèrement. Voilà. On va mettre la doc. Voilà. Donc là, vous voyez que on a extract to directory, string, et on a justement la déclaration de la fonction et la manière dont la fonction fonctionne. Alors bien évidemment, on pouvait demander à GPT. Hein. Si on lui pose la question, extract to comment marche, donne-moi la déclaration. Tiens, on va essayer en direct. Donne-moi la déclaration. Ça se trouve, on n'a même plus besoin de la doc Microsoft. On peut utiliser directement GPT. Donc allons voir directement notre ami ChatGPT. Hop, il est là. Alors, donne-moi. Alors, je vais disparaître. De la fonction en .NET 4.0.0.0. Hop, on va regarder en bas. Ouais, il la donne. Ouais, c'est pas mal. Bon, bah voilà, bah, il l'a donné en fait. Il donne la déclaration de la fonction et il donne également la source et le fichier source à décompresser et la destination. Donc vous avez en théorie tout pour pouvoir vous en sortir en .NET. Et ça va vous ouvrir franchement des perspectives assez intéressantes. Un dernier petit exemple avant de partir, qui peut paraître, qui va un petit peu nous faciliter la vie, c'est que souvent il faut combiner en .NET des nœuds de méthode et des nœuds de propriété parce qu'en fait il peut y avoir des fois des énumérateurs. Je m'explique. Là j'ai une fonction, alors qui est toujours pareil, hein, on est dans directory, on va pas chercher plus loin. Donc c'est une fonction qui s'appelle enumerate_file. Donc je suppose qu'il va me donner justement les énumérations de fichiers qu'il y a. C'est pour regarder justement les fichiers qu'il y a dans la zone que je vais cibler. La zone que je cible, c'est ces deux points. Donc assez classique. Donc en gros, il va me donner tous les répertoires ou tous les files. Donc là, dans ce cas-là, c'est les files. Et en fait, qu'est-ce qu'il me renvoie? Il me renvoie une référence. Donc pour pouvoir utiliser la référence, ce qu'il faut, c'est utiliser un nœud de méthode derrière. C'est-à-dire que j'ai une fonction. Cette fonction enumerate_file, elle me renvoie, donc elle prend en entrée, un path,
et en retour, elle m'envoie une référence. Quand on a une référence en .NET sous la view, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça se lit relativement facilement. Il faut utiliser un nœud méthode. Et donc avec le nœud méthode, en fait, on a ce qu'on appelle un énumérateur, parce qu'en fait, ça va être un pointeur qui va aller pointer dans une zone. Et en fait, on va faire avancer le pointeur. C'est un tableau, en fait. Généralement, c'est un tableau d'informations, puisque là, en fait, on fait une énumération de files. Ça veut dire que tous les fichiers, ils sont un par un, enfin, ils sont nommés dans un tableau. Et donc, en fait, qu'est-ce que renvoie la fonction? Elle ne renvoie pas le tableau, elle renvoie juste le pointeur qui pointe vers le tableau. Et donc, du coup, on utilise un nœud de méthode. Donc, on va faire rentrer dans le nœud de méthode, justement, cette référence. Et avec cette référence-là, en fait, on va lire... alors, il y a deux nœuds de méthode. Parce qu'après, en fait, une fois qu'on a l'énumérateur, on va choisir l'un des énumérateurs, puisqu'il y avait deux énumérateurs. Là, il faudrait regarder dans le détail à quoi correspondent ces deux énumérateurs. Et en fait, quand on va choisir le bon énumérateur, on va choisir la bonne méthode. Donc, dispose, move next, reset. Parce qu'en fait, quand on a un pointeur, le pointeur se déplace et on peut très bien avoir besoin soit de le libérer, donc dispose, soit de le déplacer, avance, soit reset, remonte, reprend ta position de départ. Et en fait, on va le déplacer, donc le pointeur, on le déplace. Et chaque fois qu'on le déplace, cette fois-ci, on va utiliser un nœud de propriété. Donc, vous voyez, il y a la petite clé et là, il y a la flèche. Donc, on voit bien qu'il y a un nœud de méthode et un nœud de propriété. Et donc, le nœud de propriété, et là, à ce moment-là, on va simplement lire au fur et à mesure. Donc, par exemple, là, si j'exécute, voilà, sur mon fichier, il voit .rnd. Bon, très bien. Si je fais deux move next, les uns à la suite des autres, logiquement, il va se déplacer deux fois avant de me donner une information. Donc, on va faire ça. Hop. Attendez, j'ai fait une bêtise. C'est plutôt ça qu'il faut faire. Donc, hop, hop. On va faire un move next. Voilà, c'est important. C'est important de montrer ça. Je pense que c'est important que vous l'ayez, ce truc. Voilà, donc là, j'ai fait deux move next. Précédemment j'étais en c2.rnd, donc ça doit être un fichier caché, je sais pas. Là, si j'appuie sur lecture, vous voyez, il affiche autre chose. Parce qu'en fait, il doit avoir la liste des fichiers en C2. Et en fait, je pourrais même, si je m'amuse à boucler, en fait, move next, affiche, move next, affiche. On pourrait même faire ça pour rigoler. On fait un while. Là, on a les références. Je ne quitte jamais mon while. Je mets une constante, create constante. Je mets à faux. Et l'idée, ce serait... je vais mettre un itérateur, mais genre un time de, je sais pas moi, 2 secondes. Comme ça, on voit défiler tranquillement. Wait, on va le faire waiter, je sais pas moi. 1 seconde, ça ira. Donc logiquement, si j'appuie sur lecture, vous voyez, ça se déplace. C'est les fichiers que j'ai sur mon disque dur. Et l'itérateur, il fait move next. Bon, là, il voit plus rien, c'est qu'il n'y a plus rien. Et probablement, comme j'ai pas câblé l'erreur, si j'avais câblé l'erreur, il aurait quitté. Idéalement, il faut faire ça en fait. Je quitte la boucle dès que j'ai une erreur. Donc en gros, dès que j'ai fait la totalité, dès que mon pointeur il pointe plus, il va dans une erreur et à partir de là, je quitte. Hop, c'est ce qui va se passer. Logiquement, il va mettre une erreur quand le pointeur va quitter la zone. Et donc là, normalement... Ah, il n'y a pas d'erreur. Tiens, il sort pas d'erreur. Ok, bon, il sort pas d'erreur. Sinon, on aurait quitté la boucle. Bon, vous voyez l'idée. Donc en gros, cet exemple-là, il est pratique pour comprendre le système des énumérateurs. Et en gros, quand une fonction .NET renvoie un pointeur, il n'y a pas d'affolement à avoir. Il faut juste câbler ce pointeur-là à un nœud de méthode. Tout simplement, à un nœud de à un nœud de méthode. Voilà. Donc voilà pour ce dernier exemple. Voilà pour ce dernier exemple. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Technologie de France.